Résistez. C'est le cri qui sort de votre cœur à tous, dans la détresse où vous a laissé le désastre de la patrie. C'est le cri de vous tous qui ne vous résignez pas, de vous tous qui voulez faire votre devoir. Mais c'est surtout agir, faire quelque chose qui se traduise en faits positifs, en actes raisonnés ou utiles. Nous n'avons qu'une passion, qu'une volonté, faire renaître une France pure et libre. Le 3 septembre 1939, suite à l'envahissement de la Pologne, la Grande-Bretagne, puis la France, déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Le peuple français réagit alors sous forme de satire, car seule la satire ne pouvait être vaincue par les armes.
pendant la Seconde Guerre mondiale, le compositeur Paul Arma vivait dans la clandestinité. Il était juif, hongrois, menacé par le régime nazi le 16 mars 1933 en Allemagne. Il va réussir à s'enfuir, à gagner d'abord la Suisse, puis la France. C'est là qu'il va changer de nom pour adopter le nom de Paul Arma. Paul Arma qui va lui permettre de se cacher, Paul Arma qui va lui permettre également de collecter et de recueillir des chants, des poèmes, des textes. Avec sa femme, Edmée, ils vont recueillir au total plus de 1300 chants, poèmes et chansons, textes également. C'est grâce à lui que l'on peut entendre aujourd'hui la plupart de ces chansons qui sont également aujourd'hui gardées dans les archives de la ville de Thionville. Car on chante pendant ces années tragiques et on écrit pour se gausser, pour patienter, pour évoquer, pour expliquer, pour oublier. Ainsi, un folklore prend naissance, issu comme tout folklore de la crainte et de l'effort des hommes, de la misère et de l'espoir, de la haine et de l'amour, de la peine et de l'espoir. Comme une eau sombre entre le pressé, comme un torrent gonflé de boue, comme une incessante marée de pente en creux, de creux en trous, sur nos frémissantes jachères, sur nos prés bleus, sur nos blairoux, et sur nos pensées les plus chères, ils ont déferlé monstrueux. Monstrueux comme la normale, comme une erreur de la nature, comme un enfant torse ou bancal, une humaine caricature. Monstrueux d'avoir face d'homme, des yeux, des bras, un front, un cœur, et d'oser couvrir de ce nom leurs instincts de bêtes de somme. Ils ont implanté leur misère de robots à jamais figés sur la source où se désaltère le meilleur de l'humanité. Et ils crèveront la langue rêche, le gosier râpeux et gonflé, avant d'avoir trouvé la source pure et fraîche que l'âme de la France est pour l'humanité.
L'homme libre. C'est le titre d'une affiche qui est conservée aujourd'hui au musée de la Coupole, à côté de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France. Sur cette affiche de résistants, on peut lire « Nous sommes contre la dictature et nous ne faisons aucune distinction entre celle de Berlin et celle de Vichy, entre celle de Rome, de Madrid ou encore de Moscou. » S'il n'y eut pas eu de dictature en Europe, la guerre n'eût pas éclaté sur le monde. S'il n'y eut pas eu de dictature en Europe, la guerre n'eût pas éclaté sur le monde. Est-ce vrai ?
qu'on en finisse avec la résistance qui pleure. Car la seule résistance, c'est celle qui chante comme l'avenir. Comme un matin de soleil, comme la jeunesse qui vient, comme un ciel libre et bleu. La vraie résistance, c'est celle qui chante les hommes de demain. Et pourtant, de l'autre côté de la frontière, ils ont également résisté. Résisté à l'ennemi, résisté à leur bourreau, résisté à l'invivable, résisté à la mort. Auschwitz-Birkenau, 1 100 000 morts. Treblinka, entre 700 et 900 000 morts. Belzec, entre 430 et 500 000 morts. Sobibor, entre 200 et 250 000 morts. Chemno, 153 000 morts. Maïdanek, 78 000 morts. Dora, 26 500 morts. Dora, nom féminin, nom enfantin également, que l'on a donné à l'égérie d'une série télévisée dans les années 2000. À vous,
À vous qui avez entre 18, 22 ans peut-être, ce nom Dora évoque-t-il uniquement le monde merveilleux de la télévision ? Dora. Pour beaucoup, ce nom évoque encore l'enfer. En 1943, les Allemands décidèrent de créer une organisation secrète sur l'île de Peenemünde, en mer Baltique. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire sur cette île ? Créer une arme secrète. Des fusées V1, des fusées V2, des immenses torpilles d'environ 13 mètres de long. Au mois d'août 1943, début 1943, la Royal Air Force, la résistance anglaise, arriva au-dessus de l'île de Peenemünde, bombardèrent une partie de l'île, le pont fut détruit, une partie des installations également, et le lendemain, ils détruirent tout ce qu'il restait. Mais le gouvernement allemand ne s'arrêta pas là. Ils décidèrent de recréer une autre usine pour ces V1, pour ces V2. Et c'était à Dora qu'ils ont décidé d'aller installer la nouvelle construction de cette arme secrète. Dora.
Vivants, oui, mais dans l'enfer, les 21 000. Et pour ceux que la mort ne vint pas libérer plus tôt, ce fut le séjour souterrain pendant presque 5 mois. À partir de septembre 1944, l'habitation fut presque confortable à Dora, jusqu'au mois de janvier 1945 où il fallut obligatoirement coucher à deux sur un lit de 80 cm. Oui, mais déjà la TSF diffusait dans le camp de Dora. Il y avait même un orchestre, une fanfare. Ainsi, on pouvait mourir en musique à Dora. Dora était un camp à part. C'était un camp de travail, mais au regard des conditions de vie, c'était en réalité un camp d'extermination. Les détenus devaient vivre presque sans eau, sans voir le soleil, avec une maigre ration de nourriture. D'après des témoignages qui sont aujourd'hui conservés à Caen, aux archives des victimes des conflits contemporains, on sait notamment que, par exemple, 10% des détenus environ dormaient sans couverture. D'ailleurs, ils ne dormaient pas plus de 5 heures par nuit. Que l'eau se trouvait à 1 kilomètre du dortoir, et de toute façon, ils n'avaient pas non plus droit d'utiliser cette eau pour des raisons personnelles. Que leurs sous-vêtements ne pouvaient être changés toutes les 4 à 7 semaines, et que un petit morceau de savon devait suffire pour plusieurs semaines pour chacun des détenus. Il y avait aussi donc ce problème de nourriture, la nourriture qui va non seulement ronger la vie des Français sur le territoire, mais bien entendu également dans les camps. Et on sait à Dora, par exemple, qu'ils avaient le droit à du café le matin, à une soupe également, et la même chose le soir. Et quelques mois avant la fin de la guerre, seulement 2 soupes étaient servies le matin.
On avait donc faim en France, on avait donc faim également à Dora, comme en témoignent des textes, des chansons également qu'on a retrouvées, et particulièrement aussi un carnet de recettes. Vous allez me dire, pourquoi un carnet de recettes? En tout cas, Maurice Bourdon, matricule 2 8 8 8 6, nous a laissé un carnet de recettes qu'il avait rédigé à Dora pendant ces années de détention. Pourquoi écrire des recettes dans un camp? Travail. Pour résister aussi à la faim. Peut-être pour lui donner aussi de l'espoir pour plus tard, imaginer ces nouvelles recettes, ces recettes aussi qu'il pourra refaire, comme celle d'un clafoutis, d'une soupe de poisson, d'un gâteau au beurre sucré, d'un poulet valet d'auge, et même on trouve la recette de macaroni à la confiture. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, on voulait vous présenter ces textes, ces chansons et poèmes également de résistants, de résistantes. Donc, on a retrouvé aux archives de la ville de Thionville qui ont également été retrouvées à Dora, à la Coupole. En tout cas, maintenant, ces chansons sont aussi conservées dans d'autres musées, comme le musée de la Shoah. Et donc, on voulait aussi vous présenter cette façon qu'ont pu avoir et les Français, des maquisards, des partisans, mais que des détenus ont pu avoir en résistant à leur manière, et ces témoignages qu'ils ont pu donc nous laisser grâce justement à l'art, grâce justement aussi à la musique. Alors on va vous laisser la parole peut-être un petit peu également, voir si vous avez des questions à me poser également aux musiciens. On peut utiliser ce micro. Alors, déjà, merci beaucoup. Il ne marche pas le micro.
Bonjour. Oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors déjà, merci beaucoup. C'était vraiment très très chouette. Ah, on n'entend pas. Ah, bonjour. Déjà, merci. C'était vraiment très très bien, très très poignant et très très beau témoignage. J'avais une question par rapport à une des chansons. J'ai reconnu l'air de l'International et ça m'a. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'était c'était écrit comme ça? Est-ce que désuet. En tout cas, alors là, je vais parler peut-être un petit peu moins fort. C'est ce choix qu'ont fait ces femmes et ces hommes pour, en quelque sorte, se défendre, voyez, et pour partager un acte de résistance. Et bien sûr, c'est international, enfin voilà, tu diras, Déborah, c'est ce qu'on appelle des timbres, des mélodies qui étaient très connues, qui étaient universelles, qui étaient en plus, je dirais, ciblées dans un camp politique, hein, puisque on était contre une dictature des nazis, et bien sûr tout ce qui était communiste, donc par exemple comme l'International ou révolutionnaire, c'était interdit. Et ne serait-ce, c'est pour ça peut-être on a plus cette notion, mais ça c'est important, des mélodies, ne serait-ce qu'un extrait, de faire vous siffliez ça dans la rue, une troupe passait, un voisin vous entendait, et vous étiez emprisonné, vous étiez torturé, etc. Et cela, malheureusement, et je trouve que c'est ce qui est passionnant avec cet écho du passé, ça existe encore et toujours, et c'est la barbarie de l'humain. Voilà. Donc c'est ça qui est important dans ce tour de chant. Avec ce, ah bah là c'est nous, donc c'est pas voilà. En tout cas, ces colloques sur la paix, c'est de réfléchir avec des armes d'hier. Et toutes ces mélodies, toutes ces paroles, nous on n'a rien choisi. Voilà, y a juste effectivement Anthony qui a fait un choix d'harmonie un petit peu en dessous, mais en essayant de restituer ce qui était l'époque de ces personnes. Donc avec leur manière de s'habiller, leur manière de parler, peut-être un petit peu. Vous voyez, maintenant, quand on parle le titi parisien, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ne parlaient pas comme nous. Voilà. Aujourd'hui, bah, il y aurait certaines de vos chansons qui sont célèbres. Et si soudainement vous deviez rentrer en résistance, eh bien, vous prendriez ces mélodies qui sont les vôtres pour résister. En tout cas, du moins, j'espère. Voilà. Donc, c'est pourquoi cet international que tu as pu reconnaître avec d'autres paroles. Juste un tout petit peu pour, enfin, c'est exactement ça, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de, comme vous avez peut-être reconnu d'autres chansons, en tout cas tous ces airs presque ils existent, sauf le chant des marais qui avait été composé là par des communistes dans un camp en Allemagne, qu'on a voulu reprendre aussi. Enfin, moi j'y tenais beaucoup parce que c'est un chant qui est très parlant, qui est aussi très touchant. Et peut-être aussi la musique donc choisie par Anthony pour cette musique dans les camps, voilà, qui sont des musiques existantes, qui ne sont pas des musiques non plus chantées. Toutes les autres, mais même Maréchal, les voilà, Maréchal, nous voilà, en fait, ce sont des retranscriptions. Donc là, on peut reconnaître les airs, mais les textes sont tous nouveaux. Et pourquoi justement il faisait ce choix d'écrire sur des musiques qui étaient jouées également donc comme Maréchal hein, pendant la guerre, parce que c'était en fait c'était celle qui était chantée, qui était obligatoire même à l'époque, et donc ça permettait aussi d'éviter de justement reconnaître qu'ils étaient résistants, mais c'était leur manière aussi de résister par les Allemands qui n'allaient pas forcément, eux, comprendre le texte. Ils allaient entendre la mélodie, mais ils n'allaient pas comprendre le texte qui avait, bien entendu, une autre signification. Est-ce qu'il y a une autre question ? Donc, ma question c'était comment est-ce que les chansons pouvaient être retrouvées? Est-ce que c'était des partitions qui étaient écrites? Est-ce que les personnes qui ont écrit ces chansons, les ont chantées, ont pu, après la guerre, réécrire des partitions ou rechanter ces chansons pour qu'elles puissent perdurer?
Malheureusement, non, c'est justement aussi, nous, notre devoir, on se dirait, de justement vous les faire connaître à vous, de les faire connaître aussi à voilà, dans des concerts, mais c'est vrai que c'est un répertoire qui n'est pas forcément très joué. Mais toutes ces chansons, elles ont été collectées, sont atterries dans un musée qui s'appelait le musée de la Résistance de Thionville. Ce musée a fermé il y a quelques années. Donc les chants sont restés dans ces archives de la ville. Mais malheureusement, le compositeur et sa femme avaient essayé de faire publier ces chansons pour qu'elles puissent être encore jouées. Alors juste après-guerre, oui, elles ont été un petit peu encore chantées, notamment à la radio. Il y avait des émissions juste après-guerre, ça s'appelait Musique et Résistance ou Folklore de la Résistance également. Et d'ailleurs, Paul Arma et Marma avaient lancé un appel sur les ondes. Ils en avaient recueilli une grande partie pendant la guerre et juste après-guerre également grâce à ce passage à la radio. Donc ils ont pu également encore en recueillir des nouvelles qui leur ont été envoyées. Mais c'est vrai que c'est aussi pour nous, enfin pour moi en tout cas, qui suis plutôt chercheur en musique, et je pense aussi donc pour Anthony et pour Arnaud, voilà, on est là aussi pour ça justement, pour vous faire entendre ces chansons qui ne sont plus jouées aujourd'hui, qui ne sont pas non plus enregistrées avec ces textes de l'époque. C'est vrai que pour nous, on pense aujourd'hui la musique comme une consommation de loisirs. La musique, c'est fait pour se faire plaisir, c'est fait pour danser, c'est fait pour bouger, c'est fait, etc. La musique, pendant des milliers d'années, ça a été le premier des médias. Euh, la majorité des gens sur la Terre ne savaient ni lire ni écrire, et c'était en fait le meilleur système de propager des idées et d'informer, voilà, ou de désinformer aussi, bien sûr, hein, entre propagande. Et pour nous, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, nous sommes des musiciens classiques. Déborah aussi, en tant que musicologue, chercheuse, etc., pour aller dans des choses de plaisir. Par exemple, la semaine dernière, me disais-tu, tu faisais un colloque sur la mélodie française. On va pouvoir aller sur de la belle musique avec Anthony. Oui, oui, mais c'est autre chose. En tout cas, pour vous, public, c'est peut-être un petit peu étonnant parce que c'est une musique que l'on n'entend plus, mais c'est juste la musique pour nous de nos grands-parents et vous de vos arrière-grands-parents. Vous voyez, c'était quelque chose qui était omniprésent. Et pour nous, c'est surtout pas l'idée qu'il faille rechanter cela. Hein, on ne va pas s'amuser sur ces musiques-là, mais c'est de dire qu'elles ont existé et qu'elles sont vraiment là comme source de mémoire très forte. Voilà, ça c'est important parce que c'est une manière en plus d'avoir une machine à remonter le temps absolument extraordinaire. Voilà, c'est une traçabilité comme ça de ce que pouvait être moi, par exemple, il y a quelques années, je dirais avant de rencontrer Déborah, je me rendais pas compte que on se dit les camps de concentration, le seul moyen de témoigner, c'est par des musiques d'horreur, c'est par ce qu'on voit très souvent aussi dans les peintures, c'est plutôt des cauchemars, vous voyez. Et là, c'est une autre forme de cauchemar, en tous les cas, parce qu'il reste là, mais avec des choses légères. Et très souvent, finalement, et c'est la grande dignité aussi de ces personnes qui ont souffert. Alors pour beaucoup, déjà, elles ne témoignent pas. Vous voyez, il faut qu'on saute plusieurs générations. Par exemple, on a vu ça avec la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, nous, nos grands-parents, ne nous ont rien dit. Vous voyez, et ils ont commencé, ou plutôt nos parents, ils ont commencé à parler à leurs petits-enfants qui ont vos âges. Vous voyez, et c'est cette chose de transmission qui est importante, je crois, en faisant ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression de connaître que, voilà, bon bah oui, il y a eu toutes ces horreurs, etc. Mais si on ne se fait pas une obligation comme ce genre de rencontre aujourd'hui, eh ben finalement, l'oubli peut revenir à une vitesse phénoménale, je crois. Donc pour nous, c'est de la belle musique, mais c'est aussi une musique de fonction. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Voilà, je vous avoue, pour moi, chanter Maréchal ou chanter des trucs comme ça, je m'en passerais bien. Quoi, c'est pas les mélodies que je préfère, mais il y a quelque chose comme ça de très prenant et de très concret soudainement. Voilà. Une autre question? Alors, cette fois, je vais m'adresser à Anthony. Pourquoi avoir choisi l'accordéon? Est-ce que c'est simplement votre instrument de prédilection ou parce que c'est quand même un instrument assez ancien qui rappelle ces années d'avant et d'après-guerre?
Ah, tu parles du choix de l'accordéon dans ce programme, dans ce projet ou moi? Oui, oui, oui. Dans ce projet-là? Bah, l'accordéon a plusieurs avantages. Donc, bon, il n'est pas si ancien que ça parce que c'est en fait un des derniers instruments acoustiques à avoir été inventé. Donc, il est beaucoup plus jeune que le violon, beaucoup plus jeune que le piano. Donc, c'est plutôt un instrument récent, finalement, dans l'échelle de la musique. Et il a l'avantage d'être donc un instrument polyphonique transportable et qui aussi a vu son heure de gloire dans les années 30, 20, 30, 40 et même un peu après avec le Front populaire, le bal, etc. Et donc, déjà, Arnaud est venu me proposer de faire ce projet que j'ai trouvé formidable. On travaille ensemble depuis quelques années maintenant. Et donc, l'accordéon permet d'adapter à la fois ces chansons, de pouvoir suivre la voix. C'est commode et ça nous plonge aussi dans une époque par cet instrument-là. Même si je ne le joue pas comme il était joué à cette époque-là. J'essaie de moderniser un tout petit peu le texte, enfin moderniser sans grande prétention, hein, mais en tout cas d'apporter des couleurs, et aussi des couleurs contemporaines que vous avez pu entendre à un moment aussi sur des sons graves, des boutons d'air, des sons juste de vent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors non, enfin, quelques cousins de l'accordéon, un peu de bandoneon, mais vraiment dans le cadre de musique contemporaine, donc la musique écrite par des compositeurs d'aujourd'hui, et de l'accordina, qui est un peu l'équivalent de l'harmonica, mais avec un clavier d'accordéon. On souffle dedans. Voilà. Donc non, ça reste très centré autour de l'instrument et de ses cousins. Un autre bras qui s'est élevé. C'est quoi exactement la compagnie Les Lunésiens? La compagnie des Lunésiens, eh bien, c'est une citation de Raymond Queneau. Vous connaissez Raymond Queneau, un grand écrivain, notamment un grand ami de Prévert, et qui a tout simplement dit, ce qui prouve que des fois les choses simples sont efficaces, que les Lunésiens, ce sont les habitants de la Lune. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai choisi ce nom des Lunésiens? Parce que j'ai fait beaucoup de musique baroque, et à Versailles notamment, voilà, où j'ai fait un petit peu mes armes de musicien. Et tout était autour de Louis XIV, le roi Soleil, tout était solaire, avec justement cette chose intéressante de la propagande, du faste, avec les grands tédéums, etc., de la musique extraordinaire. Quand on va visiter le château de Versailles, tout va bien. Et puis quand Louis XIV est décédé en 1715, eh bien soudainement les langues se sont un petit peu déliées. Et on a vu que c'était juste l'horreur, qu'il y a eu de la famine, il y a eu plein de choses comme ça. Et donc je me suis intéressé un petit peu à une musique parallèle, beaucoup par les chansons, où on découvre une autre histoire de la musique. Voilà ce que je vous disais au début, où la musique a une fonction, et ce n'est pas toujours une fonction de solaire. Il y a aussi du lunaire, il y a de l'obscurité, il y a de la nuit, il y a tout ce répertoire que j'aime défendre avec les chansons. Voilà. Ah, tout au fond. Pourquoi avoir choisi de parler de Dora? Alors, pourquoi avoir choisi de parler de Dora? Eh bien parce que c'était l'occasion pour nous de poursuivre tout un projet autour de ces camps donc de travaux obligatoires, plus que ça, même on peut dire presque concentrationnaires, hein, en quelque sorte. Parce que moi, donc, j'habite maintenant à Saint-Omer. Et à Saint-Omer, il y a un lieu de mémoire assez extraordinaire qui s'appelle la Coupole. Donc la Coupole, où ils ont aussi essayé de construire ces V2 pour bombarder l'Angleterre. Et voilà, et on va aussi faire tout un projet comme ça de travail de chansons. Et donc on a eu envie de réunir tout ce symbole. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film Oppenheimer.
C'est un petit peu tout ça, voilà, qui s'est passé aussi. Ils se sont servis de centaines de milliers de vies pour faire cette course à l'armement. Une question aussi très forte, hein, dans ces 2 jours-là que vous allez faire autour de la paix. Voilà, c'est aussi tous ces pays qui sont en course d'armement, qui nous permettent aussi d'être très riches. Et on est très riches, nous occidentaux, en vendant de la guerre. Voilà, c'est un petit peu toutes ces grandes courses qu'il peut y avoir. Mais peut-être tu veux aussi préciser par rapport à Dora ? C'est vrai qu'en tant qu'historienne, finalement, je ne connaissais pas très bien Dora. J'ai aussi un peu découvert grâce à Arnaud ce camp. Et on parle beaucoup, voilà, Auschwitz, Treblinka, Ravensbrück, tous ces camps-là, on les connaît plutôt bien. Et c'est vrai que Dora, c'est un nom, voilà, on l'a dit, très féminin, qui reste aussi très enfantin par l'utilisation qui a été faite à la télévision. Et c'est un camp aussi, justement, que j'avais envie de découvrir et de faire découvrir aussi. Et toute cette histoire aussi, parce que c'est vrai que si vous vous y intéressez un petit peu plus, allez, replongez-vous un petit peu justement sur ce côté de l'avancée aussi de l'aérospatiale derrière, hein, parce que Dora, derrière ces torpilles, ces V1, ces V2 ont quand même aussi servi, on va dire, quand même à la découverte, aux découvertes de l'aérospatiale plus tard. Hein, elles sont resservies après aux Américains. C'est aussi, ça a été aussi cette transformation, on va dire, un peu de l'histoire qui a été faite, aussi un peu grâce à ce camp. Et Dora, il y a eu beaucoup de résistants. Je ne l'ai pas vraiment évoqué parce que je ne voulais pas non plus rester trop longtemps sur Dora aujourd'hui. Mais beaucoup de détenus, en fait, ont saboté des torpilles pendant qu'ils les construisaient. Il y a même un comité d'enquête qui est venu à Dora pour voir ce qu'il se passait, justement, parce qu'ils n'arrivaient pas à terminer la plupart des V1 qu'ils avaient fabriqués là-bas. Et en fait, ils se sont aperçus, les Allemands, que les tôles n'étaient pas bien montées. Mais les tôles n'étaient pas bien montées. Hein. Ce n'est pas juste que les détenus faisaient mal le travail. Ils faisaient bien leur travail. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils les montaient mal, exprès pour qu'ils ne puissent pas terminer les torpilles et qu'elles ne puissent pas servir. Donc, on sait qu'il y a environ 10 000 torpilles qui n'ont pas pu être fabriquées, qui n'ont pas fonctionné en 5 mois quand même. Donc, c'était énorme et les risques pris, bien entendu, étaient très grands derrière. Je voudrais m'adresser à vous, plutôt Déborah, parce que c'est par rapport à la paix. Est-ce qu'il y a eu des chansons comme ça sur le pacifisme juste avant la guerre? Je pense par exemple au Déserteur de Boris Vian, qui me vient comme ça par rapport... Sur les déserteurs par rapport au pacifisme, est-ce qu'il y a eu des chansons par rapport au pacifisme avant-guerre? Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de phénomène. Par exemple, notamment la Première Guerre mondiale. À partir du moment où il y a eu cette union sacrée, même des chansonniers, alors je parle pour la Première Guerre mondiale, je ne sais pas, comme Montéus ou d'autres qui à la base pouvaient être pacifistes ou anti-guerre, il y a quelque chose où soudainement on se rallie, et globalement, en tout cas dans ce qui est des chansons officielles, on ne fait pas de chansons pour la paix. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a toute cette ambiguïté. Alors là, je ne rentrerai pas dans ce débat parce que je ne suis pas spécialiste, mais le pacifisme, la Seconde Guerre mondiale, notamment l'écrivain symbolique, c'est Giono. Giono qui a eu énormément de problèmes. Alors lui, c'est ce qu'il dit parce qu'il était juste pacifiste et qu'on ne pouvait pas. Il y a des moments, en tout cas... disent-ils, moi je ne sais pas, mais où on doit choisir son camp. Mais en tout cas,
des chansons pacifistes, ça devient compliqué quand il y a une guerre mondiale qui s'installe. Il n'y a pas vraiment de propagande par rapport à cela, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, un phénomène comme celui de Boris Vian, hein, donc je le rappelle, c'est pas pour la guerre d'Algérie, mais c'est plutôt, je crois, pour l'Indochine, c'est quelque chose de nouveau. Parce que peut-être aussi on a ce phénomène des ondes, ce phénomène du disque, on a les enregistrements qui peut-être transforment notre rapport aussi avec cette possibilité de faire émerger comme ça des chansons pacifistes. Mais ça reste assez compliqué globalement, hein, sur chaque événement comme ça de guerre pour que ça puisse émerger. Ça, c'est assez récent, je pense, hein. Et n'oublions pas que dans tous les pays en général où il y a des dictatures, les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, souffrent, sont torturés, sont tués, etc. On l'a vu récemment encore en Amérique du Sud ou même dans les pays arabes, etc. Où c'est la première chose qu'on essaie de comment dirais-je, d'éliminer, quoi. Ouais. Sur la paix, il y a une œuvre quand même contemporaine de Karl Jenkins, un compositeur anglais, toujours vivant, qui a écrit une messe pour la paix. Et d'ailleurs, dans cette messe pour la paix, on entend le prêche, un prêche musulman au milieu de cette messe qui est très classique et qui marie aussi un texte donc en latin, puisque c'est une messe, et voilà, qui associe en fait diverses religions, justement pour symboliser une fraternité entre les peuples et avec aussi donc les pays du Moyen-Orient. Donc on va quand même trouver, mais plus à l'époque contemporaine, en fait, des compositeurs qui commencent à s'engager et des compositeurs qui sont libres aussi actuellement, qui ne sont pas dans l'oppression. C'est vrai qu'après, les pays, par contre, qui sont actuellement encore dans des dictatures, souvent, ce sont effectivement des gens qui prennent d'énormes risques et qui sont, pour la plupart, éliminés par les régimes assez rapidement. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des idées aussi, vous, de vos chansons? Est-ce que vous avez comme ça des chansons qui parlent de résistance, justement, dans vos textes, dans vos chansons à vous? Voilà, parce qu'on a toujours l'impression d'entendre, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être Boris Chevalier, où on voit que je ne sais quoi. Mais à l'époque, à l'époque, ils ont pratiquement votre âge. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils ont fait ce choix. Voilà. Ils n'étaient pas obligés de. Il y en a, je dirais, ça aussi, il y a plein de chansons de propagande, côté gestapiste, etc. Ça existe, il y en a pléthore. Mais tout cela, les résistants ont fait des choix et ceux qui étaient déportés ont eu ce courage. Parce que je le rappelle, quand on est retrouvé avec ne serait-ce qu'un petit bout de papier, eh bien, c'est de la mort, hein. Donc c'est ça aussi qui est important, parce que souvent on aimait quelque chose d'un peu vieillot, c'est normal, hein, puisque c'est le passé, mais ils ont exactement la même énergie que la vôtre à cette époque, et ils viennent de finir leurs études, d'autres encore les font encore, et il y en a à 16 ans, ils décident de partir en Angleterre, hein, ils lâchent tout, et sans doute que leurs parents disent ah non, machin, voilà, ils font ce choix, c'est ça qui est aussi assez impressionnant. Des textes alors, des chansons qui pourraient évoquer pour vous justement cette résistance que vous connaissez, que vous écoutez? Peut-être que vous pourrez continuer à en parler, à réfléchir entre vous, justement, à cette fonction aussi de la musique qu'a eu l'art également à cette époque-là, mais à toutes les époques, hein, cette façon aussi de résister en musique. Ça leur permettait aussi, comme on l'a vu, à la fois de continuer à
imaginer des choses, hein, comme c'est avec ce carnet de recettes, mais également à croire aussi, à espérer, à pouvoir également peut-être s'évader. Donc c'était vraiment essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également pendant toutes les guerres qu'il y a pu avoir et encore aujourd'hui. Non, encore aujourd'hui, je parle bien. Il y a, il y a le jazz qui est un bon exemple de musique de résistance du coup aussi. Bon après c'est pas le même thème mais en soi c'est une musique de résistance comme une autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On a été ravis aujourd'hui d'être là.